Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une voiture d'occasion. D'habitude je vous fais des voitures récentes, mais là celle-ci elle est de 2017. Et si je vous la présente, c'est parce que cette voiture a pris une décote du futur. Cette voiture a perdu 100 000 euros. Elle a perdu 100 000 euros de décote depuis 2017. C'est énorme. Et peut-être qu'aujourd'hui ça en fait une voiture qui est vraiment intéressante à acheter. On va en discuter. Mais avant toute chose, le sponsor de cette vidéo qui nous sauve encore une fois la mise sur cette Skoda Octavia Break. Regardez-moi l'état de la voiture, ça c'est bien dommage, ça a tapé bien fort à l'avant. Il y en a eu pour entre 15 et 20 000 euros de réparation en 2019. Bon, il y avait déjà eu un petit truc en 2014, mais vu le prix, ça devait pas être bien important. Mais clairement, là, c'est une voiture qui est normalement même pas réparable, hein, parce qu'elle elle a tapé tellement fort que ça vaut pas le coup de la réparer. Elle est sûrement déclassée. Le problème, c'est qu'elle pourrait être un petit peu réparée à la va-vite. Surtout qu'elle est sortie de France au moment des dégâts à chaque fois. Regardez, la voiture est tout le temps révisée en France, mais à chaque fois qu'il y a des dégâts, ça se passe en Allemagne. Ici et là. Ça, c'est quand même assez étrange de la sortir de France à chaque fois qu'elle tape. Donc, est-ce qu'elle a été correctement réparée? On n'en sait rien. En tout cas, elle a été réparée, c'est sûr, puisque en 2020, elle a été révisée. Est-ce que les personnes ont réellement mis les 15 à 20 000 euros de réparation pour réparer cette voiture? Honnêtement, je n'y crois pas du tout, étant donné que c'est une Skoda Octavia de 2006 avec pratiquement 200 000 km et que honnêtement, ça vaut plus grand chose. Donc encore une fois, faites bien attention avant d'acheter une voiture d'occasion. Faites toujours un petit quart vertical avec le code Laurent sur le site qui est juste dans la description. Ne vous faites pas avoir, ça serait vraiment dommage. Alors si cette voiture a coûté 160 000 euros neuve, c'est parce qu'elle a 60 000 euros d'options. Elle est vraiment très bien équipée et elle a une option bien spécifique qui change l'entièreté de la voiture, qui est extrêmement radicale. Vous allez peut-être vous en rendre compte si je mets la caméra comme ceci. Vous voyez pas quelque chose d'un peu étrange là? Oui, c'est une version exécutive, ce qui lui rajoute environ 20 cm ici au niveau de la porte arrière. Ça change tout. On a une voiture qui est beaucoup plus habitable à l'arrière, qui donne des options un petit peu différentes. Quand on va se mettre à l'arrière de cette voiture, vous allez comprendre. Et effectivement, dans les 60 000 euros, il y a plein de choses en plus. On a les optiques PDLS+, bien spécifiques, on a le régulateur adaptatif, on a toutes sortes de choses qui mettent cette voiture à un tarif qui est complètement déraisonnable, 160 000 euros. Allez, je vous propose d'aller voir à l'intérieur, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, avant même de rentrer dans la voiture, je suis obligé de vous montrer cette petite option qui fait vraiment plaisir. Évidemment, le soft close, c'est-à-dire qu'on vient juste poser la porte et elle se ferme toute seule. C'est super agréable. Ensuite, deuxième truc évident, ce cuir blanc qui est superbe. Je trouve que la config, elle est incroyable. On a les petits inserts en carbone, forcément super joli. Et puis on a forcément tout cet environnement Porsche qui est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Moi, j'adore être toujours dans ce genre de Porsche là. Regardez-moi ça. Go Infotainment. À cette époque-là, on n'avait pas encore le deuxième écran ici, qu'on a dans les Porsche plus récentes. Mais l'environnement est vraiment super. Vous vous rendez compte qu'on a le système son Bose également qui était en option. Vraiment pas mal. Alors ça, c'est la version hybride 4. C'est pour ça qu'on a toutes les aiguilles qui sont en verre. On avait les étriers de frein qui étaient en verre également. Spécifique aux versions hybrides de ces années-là. Maintenant, je voudrais montrer quand même les places arrière de cette voiture. Mais je vais vous montrer une petite spécificité qui permet de savoir si une Porsche Panamera est une phase 1 ou non. Celle-ci, c'est une phase 1 des Panamera 2, puisqu'elle est de juin 2017. Donc c'est vraiment celle avec le bel arrière déjà. Mais c'est une phase 1 des Panamera 2, on le sait, puisque ici il y a une petite séparation. Sur les phases 2, on n'a pas cette séparation. Et puis très dernièrement, il y a la Panamera 3 qui est sortie. J'en ai fait une vidéo, donc ça, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu. Mais quelque chose de super intéressant, c'est la version exécutive. Regardez-moi la place qu'on a au niveau des pieds. Là, le siège avant, il est vraiment réglé pour moi. J'étais en passager dans cette voiture jusque maintenant. Donc c'est totalement réglé pour moi. Et pourtant, j'ai une place incroyable au niveau des pieds. Regardez-moi ça. C'est vraiment fou. On va fermer la porte parce qu'il fait froid.
On a le soft close, donc on ne la claque pas, on ferme tranquillement. On a des petits équipements qui sont totalement spécifiques à cette version, notamment ici. On a un petit miroir de courtoisie. Hop, bonjour. Et puis, on a toute cette partie centrale qui est immense, avec cet écran. Ça va nous permettre de diriger toutes sortes de choses. On a les sièges chauffants, les sièges ventilés, les sièges massants. Pour une voiture qui a ça à l'arrière, c'est vraiment, vraiment rare. On a tout ce panneau qui nous permet de diriger la clim. En fait, on a pratiquement le même système à l'arrière qu'à l'avant. Ici, on a les petits porte-gobelets qui s'enfoncent. Et puis, ici, on va avoir un petit rangement. Ah, bah, il y a le câble du propriétaire qui est là. Voilà, voilà. Et ici, petit rangement encore. Donc on a vraiment toutes sortes de choses à l'arrière de cette voiture qui rendent vraiment le trajet ultra confortable. Forcément, encore les enceintes Bose, le petit marchepied exécutif pour pas qu'on oublie qu'on est dans une version exécutive. De toute façon, vu le confort de la voiture, on ne peut clairement pas l'oublier. Alors ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que les sièges arrière sont même réglables électriquement. Je peux l'avancer, le reculer, incliner le siège, régler les lombaires, etc. C'est assez fou les réglages qu'on a à l'arrière de cette voiture. Il y a plein de voitures qui les ont même pas à l'avant, quoi. Avec bien évidemment tout qui est mémorisé. On a les boutons mémoire à l'arrière, ici, tout comme à l'avant. C'est vraiment incroyable. Évidemment, on a également le double toit ouvrant. On en a un à l'avant et on a le même à l'arrière. Alors celui-ci ne s'ouvre pas, mais par contre on a quand même un filet ici qui peut totalement se fermer et obstruer si jamais on est ébloui. Mais ça fait rentrer énormément de lumière à l'intérieur du véhicule. Moi je trouve ça vraiment incroyable. D'ailleurs j'avais jamais remarqué, mais j'ai l'impression que oui, celui à l'avant est un petit peu plus teinté que celui à l'arrière. Celui à l'arrière doit laisser rentrer beaucoup plus de lumière. C'est assez intéressant, je m'en étais absolument jamais rendu compte. On peut quand même s'arrêter 2 secondes sur le design extérieur de cette voiture. La Panamera 1 était une voiture que je trouvais assez disgracieuse. La Panamera 2 est quand même beaucoup plus jolie. Et je vous avoue qu'en exécutif comme ça, je la trouve extrêmement élancée. Je trouve que ça rend vraiment bien. L'avant n'avait pas énormément changé, je trouve, depuis la Panamera 1. Même sur la Panamera 3, d'ailleurs, le changement n'est pas énorme. Mais ça a toujours été quelque chose d'assez assez joli. Surtout, forcément, celle-ci qui est relativement récente avec les 4 points spécifiques Porsche qui donne un truc qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, on s'en rend à peine compte, mais là, dans la calandre, vous ne l'avez peut-être pas vu, ici, en dessous de la plaque d'immatriculation, on a la caméra nocturne. Alors, c'est une option qui était très rare parce que très chère et qui permet donc de voir un petit peu en infrarouge la nuit ce qui peut se passer. Alors, on pourrait se dire que ça ne sert pas à grand chose, mais en fait, il y a des systèmes de détection qui font qu'on va pouvoir détecter si un animal, par exemple, va traverser la route. Et le propriétaire me disait que ça l'a quand même déjà sauvé 2-3 fois. Donc, c'est pas anodin si vous roulez sur des routes qui sont susceptibles d'avoir des animaux qui traversent. Alors, grand regret sur cette voiture, à mon sens, c'est que c'est une Panamera 4, c'est pas une version turbo. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur le spoiler en forme unique. Vous savez, sur la turbo, on a le spoiler double, qui a une cinématique qui est assez impressionnante. Et ici, forcément, on ne l'a pas. C'est un petit peu dommage. Je sais qu'il y a des gens qui font des rétrofits de ce spoiler sur les versions plus basses, mais ça coûte une fortune. Et juste pour avoir un spoiler qui fait zoup, franchement, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour avec cette voiture. Je vous présente le propriétaire de cette magnifique Porsche Panamera. Vous allez peut-être le reconnaître parce que c'était le propriétaire de la 650. Exactement. Qui avait déjà décoté de fou. Donc en fait, toi, tu achètes que des voitures qui ont décoté, quoi. C'est ça. Quitte à acheter une voiture, autant en profiter pour... J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Moi aussi, je fais beaucoup ça. La première décote au premier propriétaire. Complètement. Donc en fait, il suffit d'acheter une voiture qui a environ 5 ans. Qui a pas trop de bornes, c'est ça, mais qui est extrêmement cher à la base, et surtout des voitures un petit peu des grosses berlines que les gens achètent neuf en fait. C'est ça, que les gens achètent neuf, qu'on retrouve assez peu sur le marché de l'occasion. Tout à fait. Et quand on en retrouve, elles ont perdu une sacrée partie de leur valeur. Mais n'empêche, celle-ci, tu as eu un sacré coup de bol de la trouver parce qu'en exécutive, on n'en voit juste pas en fait. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui va beaucoup se vendre en Chine par exemple. Tout à fait. Mais en Europe, on n'en voit jamais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a été ensemble à la concession Porsche, centre Porsche Lorraine, qui est à côté de chez nous. Et les mecs, je crois qu'ils avaient jamais vu une exécutive. C'était la première. Jamais, c'est la première.
Il y a une personne qui m'a dit, en 8 ans, c'est la première voiture qu'il a vue. C'est ouf. Donc il travaille chez Porsche Lorraine depuis très longtemps. C'est le premier véhicule qu'il voit en exécutif. Bah écoute Philippe, moi je te propose qu'on aille faire un tour avec cette voiture. Je suis très pressé de la conduire. Eh bah allez. Allez, c'est parti. Alors elle a le démarrage sans clé. Mais chez Porsche, quand on a le démarrage sans clé, on a quand même une clé. Simplement, la clé, elle est là et elle est fixe. Et du coup, il faut la tourner pour la démarrer. C'est assez marrant. C'est pour que les propriétaires de Porsche ne soient pas décontenancés. C'est-à-dire qu'un propriétaire de Porsche, il faut y aller doucement sur les changements. Là, il y a très peu de temps, j'ai fait la vidéo sur le nouveau Macan. Et là, il y a déjà trop de changements pour les gens qui roulent en Porsche. Le Macan se fait démonter dans les commentaires. Apparemment, les changements sont trop énormes, ça ne va pas du tout. Alors qu'en réalité, quand on regarde, non seulement il est super réussi, mais en plus, les différences avec l'ancien, elles sont pas énormes. Mais en fait, ils l'ont surtout rendu coupé. Et les coupés, au début, j'avais un peu de mal. Et finalement, ça rend quand même bien. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez des renseignements sur le nouveau Macan, vous avez qu'à aller voir la vidéo sur le nouveau Macan. Là, on va plutôt parler de l'ancienne Panamera. Et là, je suis en train de me dire, ça coûte 70 000 balles. C'est vraiment pas cher payé pour le confort de cette voiture. Je suis assez surpris du tarif auquel on peut avoir une telle voiture. Là, je laisse la personne passer avec son magnifique Picasso beige. Future vidéo sur un Picasso beige? Non, pas du tout. Il n'y aura pas de vidéo sur un Picasso beige. Alors, on va tourner par là-bas. Donc là, Philippe, on est en full elec. Hein. C'est ça. Par défaut, elle démarre en e-power, donc en mode entièrement électrique. D'accord. Ensuite, du temps qu'il y a de la batterie, elle va rester en mode e-power. Et si on le souhaite, on peut la passer en thermique ou alors en mode recharge de batterie. D'accord, ok. Ou alors le mode hybride automatique qui va allumer et démarrer le moteur au final, au besoin. Au final, ça ressemble beaucoup au système que ma mère a dans sa A3 hybride. Ma mère a acheté une A3 e-tron, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais ça arrive bientôt sur la chaîne. Et du coup, là, tu peux rouler jusqu'à environ 130 km/h 130, 140, elle est bridée, il me semble, à 140. D'accord, ok. Donc forcément, il y a un point dur au niveau de la pédale, donc si tu mets si on met un kick down, elle va démarrer le moteur thermique. C'est quand même super agréable, hein. On a envie de descendre dans le sud de la France avec la voiture, là. Et elle présente vraiment super bien, en fait, avec son cuir étendu, là. C'était de série, le cuir étendu, il fallait prendre une option? Non, c'est une option. Le cuir étendu et les surpiqûres craie sont en option. C'est vrai que les surpiqûres sont en craie, ce qui reprend un petit peu la couleur du cuir qui est très sympa. Moi, j'adore. Très belle finition. En même temps, du cuir blanc dans une Porsche, j'aime forcément. C'était un petit peu la configuration de mon ancienne 911 qui est désormais vendue. Et qui sera bientôt remplacé par autre chose, mais chut, on n'en dit pas plus. En tout cas, quand la voiture sortira du garage. En fait, ce qui est fort, c'est qu'on sent quand même que c'est une Porsche. Donc, je veux dire, dans le comportement, etc. C'est une voiture que je connais un petit peu. C'est pas la première fois que je roule la Panamera, et c'est toujours vraiment impressionnant ce côté double facette de la voiture. C'est-à-dire que on a un confort qui est incroyable au quotidien quand on roule normalement en version un petit peu normale, mais c'est une voiture qui peut se déchaîner dès qu'on la change de mode, en fait. Et de toute façon, Philippe, le propriétaire, c'est exactement ce qu'il recherchait. C'était une voiture à deux facettes comme ça, et c'est pratiquement, en tout cas à ce niveau de tarif, la seule voiture qui est capable de faire ça, en fait. Parce que si on veut passer sur quelque chose de plus sportif, on peut le faire. Si on veut passer sur quelque chose de plus confortable, on peut le faire. Mais une voiture qui fait aussi bien les deux, c'est super compliqué à trouver, en fait. C'est vraiment très compliqué à trouver. Bon, d'y voir, Laurent, ça fait quand même quelques minutes qu'on roule. Ça fait au moins 10 minutes. Je suis extrêmement inconfortable dans cette voiture. Je comprends. Est-ce que tu souhaites te faire masser le dos, peut-être? Ah, s'il te plaît, oui. J'aimerais beaucoup. Dans ce cas-là, tu peux appuyer sur le petit bouton situé sur ta gauche au niveau du siège. Bien sûr. Pour lancer la fonction massage dont dispose ce véhicule. Attends, parce qu'il y a 25 000 boutons sur la gauche du siège, mec. Celui au milieu. Celui-ci. C'est celui-ci. Ah, ça y est, le massage se met en route.
Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Mais la liste est beaucoup trop grande, hein, par contre. Il y avait au moins 6 massages différents dans 5 intensités différentes, c'est n'importe quoi. Et donc ce massage, on l'a sur le siège conducteur, mais sur le siège passager et sur les sièges arrière, c'est ça? Tout à fait. C'est ahurissant. On a également les sièges chauffants et ventilés avant et à l'arrière. C'est vraiment trop bien. Sacrée bagnole quand même. Cependant, je crois savoir que malheureusement, cette voiture n'est pas exempte de défauts. Tu m'avais dit qu'il y a quand même 2-3 trucs qui te dérangent, toi? Ah oui, malheureusement, bon, la voiture, aussi bien soit-elle, elle n'est pas exempte de défauts. Alors notamment, il y a les qualités d'assemblage qui sont assez discutables, je trouve, sur une voiture de ce prix-là. Dans le sens où il y a le toit ouvrant qui commence à faire un peu de bruit. Il y a des petits rossignols à droite à gauche dans les portes. Et je trouve ça particulièrement dommage par rapport à ma série 3 que j'ai avec le travail, qui a 4 ans et 130 et quelques mille kilomètres, qui est mieux assemblée que cette Porsche Panamera qui a coûté 160 000 euros. Ça, c'est quand même terrible. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais ça, mis à part, bon, ça reste une voiture plutôt pas mal. Il faudrait que je me renseigne chez Porsche si jamais la version exécutive serait pas... Est-ce qu'elle peut-être elle n'est pas totalement montée sur ligne, parce que les voitures qui sont pas montées sur ligne, bah forcément elles sont montées un peu plus à la main, et parfois on se retrouve avec des qualités d'assemblage moindres. C'est le problème que j'ai eu sur ma 911, comme tout l'intérieur était complètement manufacture, l'intérieur a été entièrement monté à la main, et je vous assure qu'après 20 ans, il y avait des bruits dans tous les sens, alors qu'une 911 de base, normalement, il n'y a pas tous ces bruits. Donc je me demande si cette voiture aurait pas subi un petit peu le même traitement. Alors moi, très honnêtement, étant donné que la voiture, je la connais pas par cœur, les petits bruits, les petits rossignols, j'ai énormément mal à les détecter. Mais c'est vrai que quand on la conduit tous les jours, j'imagine que ça doit être un petit peu saoulant d'avoir tous ces bruits à droite à gauche. Alors actuellement, la voiture est en sport, là on roule à l'électrique, etc. Moi ce que je voudrais voir un petit peu, c'est ce que ça donne quand on lui en demande un petit peu plus, quoi. Déjà, on va avoir une sonorité qui est différente, puisque, alors cette voiture c'est le V6, si je me trompe pas, c'est le même V6 que le V6 Audi en fait, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le 2,9 litres TFSI qui équipe les RS4 et RS5. Bon, on arrive enfin à la sortie du village. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, ça accélère fort. Hein. Ça accélère fort et ça le fait dans un confort qui est assez incroyable. Et on est déjà dans le village suivant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment ces deux facettes là. La voiture a tellement ces deux personnalités qui sont complètement distinctes. Et c'est vraiment ce que tu recherches dans cette voiture et on le retrouve complètement. Et si tu la vends, ça va être compliqué de retrouver autre chose. D'ailleurs, ça m'intéresse. Si vous avez des idées d'un truc qui est extrêmement confort quand elle est en version normale, mais extrêmement sportive quand elle est en version sport, eh ben ça m'intéresse. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette voiture a décoté autant sur ces dernières années, sachant que ce modèle a à peine 120 000 km. En effet, on peut se poser la question, surtout pour une Porsche, qui est une marque réputée pour ne pas décoter facilement. En fait, la principale raison, c'est que c'est une grosse berline luxueuse, qu'en réalité, la clientèle pour ce genre de véhicule, c'est des sociétés. Ils achètent ça en neuf, et ensuite, il n'y a plus grand monde pour les acheter d'occasion. Ça arrive également sur BMW série 7 ou Audi A8. Ensuite, cette version particulière, c'est une version longue, en 4 places. C'est super confort, mais ça vous fait une voiture plus grosse avec moins de place assise. Il faut vraiment avoir l'utilité pour faire ce choix. Déjà que les gens l'achètent pas neuve, c'est pas ensuite pour les acheter d'occasion. Ensuite, c'est une version hybride et les Porsche hybrides bénéficient d'une très mauvaise réputation car les premières versions étaient particulièrement peu fiables et les réparations coûtaient une fortune, parfois jusqu'à 30 voire 35 000 euros de réparation pour changer les batteries du système hybride. En réalité, cette voiture qui est une Panamera 2 a un système totalement différent par rapport aux premières Panamera et beaucoup moins sujet aux soucis de batterie. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, je dis que ça arrive beaucoup moins souvent. Mais les gens ne font pas la différence entre la Panamera 1 et la Panamera 2. Il n'y a qu'à voir tous les gens dans les commentaires de ma vidéo sur TikTok et Instagram qui parlent de cette voiture et qui sont persuadés que la batterie est une bombe à retardement, ce qui n'est objectivement pas le cas. Ce qui fait que cette voiture, proche des 170 000 euros neuve, est une voiture qui désormais ne vaut plus que environ 70 000 euros. Pourtant, c'est une voiture géniale,
qu'il est intéressant de considérer à l'achat. Cependant attention, car je pense qu'elle a clairement pas fini de décoter, donc c'est pas un investissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.